Bien, merci. J'imagine que c'est à moi de parler, hein, c'est ça l'idée, hein. Vous ne m'avez pas tellement lancé, mais je vais le faire. Donc, merci mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être là. Très heureux parce que, déjà, vous remercier. Vous remercier pour l'organisation, la réactivité de l'ensemble de vos collectivités pour accueillir aujourd'hui des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui fuient les atrocités, qui sont sur les routes de l'Exode. Vous avez, depuis le 24 février, clairement agi. Vous le faites avec les associations, vous le faites avec la protection civile, et c'est l'honneur de notre pays d'être à la hauteur de cette guerre et de ce qu'elle met sur les routes. Mais comme à chaque crise, vous êtes au front. Vous êtes au front sur la pandémie. On a assez parlé de ces sujets quotidiens qui restent une préoccupation très forte pour les Françaises et les Français. Vous avez agi parfois de votre propre initiative, y compris en contournant les règles ou l'absence de règles de l'État. Et puis peut-être nous aurons l'occasion de reparler des ARS. Vous êtes au cœur, évidemment, de la solidarité avec vos responsabilités sur le social. Le climat, le dernier rapport du GIEC dit combien nos territoires vont devoir s'adapter au dérèglement climatique en urgence. Non seulement vous devez très largement contribuer à rendre vos territoires neutres en carbone, on a pris du retard, mais en plus aujourd'hui, vous devez doubler ces politiques de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre avec de grandes politiques d'adaptation. Et pour celles et ceux qui sont sur des territoires côtiers, vous savez combien l'adaptation va être lourde et va devoir engager de nombreux chantiers. On pourrait parler biodiversité, évidemment, avec la question de l'artificialisation des sols, la question de l'effondrement de la biodiversité, la question de notre modèle agricole ou de la relocalisation nécessaire de notre économie. Alors c'est de tradition, les collectivités dans la Ve République sont toujours flattées. Toujours flattées, souvent flouées, mais toujours flattées. On vient vous dire à quel point vous êtes exceptionnel, on vient vous dire à quel point vous devez être au cœur de toutes les dynamiques, et puis à la fin, on envoie un préfet ou un sous-préfet pour vous expliquer ce que vous devez faire. Et ça va être un des enjeux majeurs, me semble-t-il, du prochain quinquennat, qui est évidemment de repenser la décentralisation avec de véritables compétences, une autonomie qui ne soit pas simplement parfois une forme de déconcentration sous contrainte ou sous surveillance. Ce qui m'a marqué ces dernières années, et ce qui, je crois, vous interpelle toujours, c'est à quel point dans notre pays, nous avons perdu toute vision nationale de l'aménagement du territoire. Il y a les différents types de collectivités, il y a les métropoles, il y a les campagnes, il y a les villages, les bourgs, les petites et les moyennes villes. Et depuis des années, je suis frappé par l'absence de projets collectifs autour des équilibres territoriaux. Comment on répartit l'activité économique? Comment on répartit le logement? Quel type d'infrastructure on met en place? Comment on définit les équilibres agricoles et alimentaires? Et comment nous participons à un même dessein collectif qui est d'avoir un pays équilibré, un pays qui évite la diagonale du vide, un pays qui évite les colères, les frustrations qui s'étaient notamment exprimées pendant le mouvement des Gilets jaunes. Si je devais prendre qu'un exemple, on a aujourd'hui la question du carburant, qui est évidemment très cher, qui pénalise énormément de nos concitoyens. Nous savons comment des années, au fond, d'inaction climatique ont amené à des mobilités contraintes,
des kilomètres et des kilomètres à faire. Et là, on a une mesure 15 centimes. 15 centimes par litre. Pour tout le monde, sans discrimination. Où est le projet, enfin le projet, où on investit massivement dans les transports collectifs, on réinvestit dans les trains, où on investit dans les alternatives à la voiture, ou pour ceux qui sont contraints, moi je viens de Picardie, je sais ce que ça veut dire d'être dépendant de la voiture, comment on s'arrange pour que ça soit à moindre coût? Eh bien, malheureusement, cette nécessaire transformation n'est toujours pas là. Et puis, c'est la question, je l'ai dit, de la mise en place des grandes transformations. Pour ma part, évidemment, les préfets doivent rester en lien avec le ministère de l'Intérieur, mais pour ma part, je porte un projet qui va sonner étonnamment à certaines oreilles. Moi, j'aimerais qu'on ait des commissaires de la République à la reconstruction, rattachés à un grand ministère des territoires sous le Premier ministre. Ça n'est pas aux préfets et aux sous-préfets de dire aux collectivités quel projet local, économique, d'infrastructure doit se développer. Ça n'a plus, pour moi, aucun sens. Il faut inverser la dynamique. Il faut que l'État mette ses moyens au service des collectivités et que ces collectivités, en lien avec les acteurs économiques, en lien avec les salariés, en lien avec les associations, en lien avec les acteurs du territoire, pensent l'évolution de ces territoires, engagent les transitions, depuis la formation, l'éducation, jusqu'à l'ensemble de ce qui fait un territoire, de ce qui fait sa dynamique et de ce qui lui permet de se projeter positivement dans l'avenir. Et là, l'État doit se mettre au service de cette dynamique, évidemment en gardant un cap. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il y a un cap, mais que ce ne soit pas en permanence Paris, que ce ne soit pas en permanence Bercy, pour dire la vérité, qui vous disent « vous allez voir ce que vous allez voir » et à la fin, il n'y a pas franchement grand-chose. Et puis, c'est la réforme des marchés publics. Moi, ça fait des années que je me bats au Parlement européen pour qu'on puisse mettre du contenu local dans les marchés publics. C'est évidemment à l'échelle de l'Europe le Buy European Act. Mais vous savez combien de quinquennats j'ai vu à Paris les gouvernements promettre le Buy European Act et le combattre à Bruxelles. Ce gouvernement bloque en permanence cette perspective-là à Bruxelles. Et cette perspective du Buy European Act, ce n'est pas simplement les industries stratégiques européennes, c'est l'idée même d'une préférence géographique dans nos marchés publics, pour que vous puissiez, en évitant des contournements parfois totalement délirants, pour que vous puissiez dire « eh bien cette entreprise-là, cette entreprise de mon territoire, eh bien je favorise la commande publique sur cette entreprise de mon territoire parce que c'est une entreprise vertueuse de mon territoire. » Et puis enfin, sur la question de la santé, et évidemment de la question des déserts médicaux qui frustrent près de 8 millions de nos concitoyens qui n'ont pas accès correctement à un médecin. Il faut tout faire, toutes les initiatives, les maisons médicales, les maisons pluriprofessionnelles, tout ce qui peut se faire, ça va dans le bon sens. Tout ce qui permettra d'avoir plus de médecins formés, ça va dans le bon sens. Mais reconnaissons entre nous qu'on a une période avant qu'on ait suffisamment de médecins où il y aura trop de déserts médicaux. Alors oui, moi je soutiens l'idée que la dernière année d'études et les 2 premières années d'exercice, il y ait une obligation d'installation dans les zones sous-dotées. Nous devons penser nos bassins de santé, nous devons penser une offre de soins autour de ces bassins de santé où on aura bien identifié les besoins. Et on le sait, sur certains territoires, nous devrons avoir cette obligation d'installation. Ce n'est pas cool pour les médecins, je le sais. Pour en avoir suffisamment discuté avec eux, ça ne les enchante pas. Mais c'est notre responsabilité politique, notre responsabilité démocratique de garantir à chacune et à chacun l'accès à une santé gratuite et de qualité.
Merci Yannick Jadot. 10 minutes tout rond pour cette prise de parole. Je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant sur LCP et Public Sénat le principe de cette rencontre des libertés locales. Évidemment, on parle décentralisation, 10 candidates et candidats qui sont face aux élus locaux avec les 3 échelons représentés, mairie, département et région. Et je propose tout de suite à Madi Souf, qui est le président des maires de Mayotte, maire de Pamandzi, de prendre la parole. Une question pour Yannick Jadot. Bonjour. Merci. On vous entend. On vous entend. Tout d'abord, je tenais à remercier le maire de Montrouge qui nous a accueillis ici. Et je voulais aussi rappeler un petit oubli tout à l'heure de monsieur le directeur de l'AMF. La France compte 101 départements et non pas 100. Et Mayotte est le dernier de la République. Merci de porter le micro bien près de votre visage. Merci. Et 3 dates justement concernant Mayotte. 1841, Mayotte française, avant Nice et la Savoie. 1977, installation de première commune à Mayotte. Et enfin, 2011, département de Mayotte, qui fait le 101e département de la République. Monsieur Jadot, bonjour. Bonjour, monsieur. C'était utile, votre appel. Alors, je ne viens pas dans la polémique, je n'oserais pas. Mais sur la meilleure prise en compte de l'outre-mer, c'est une sacrée nécessité. Vous avez raison, monsieur. Si la transition écologique est un objectif partagé par nous tous, elle ne peut se faire sans concertation et se heurte parfois à différentes contraintes. Financement pour les collectivités, acceptabilité sociale, protection des paysages, prise en compte des situations locales. Alors, vous, président de la République, quel accompagnement envisagez-vous pour permettre aux maires de dépasser ces obstacles et comment appréhendez-vous cette nécessaire transition écologiste dans nos territoires différents des terres d'outre-mer? Merci. Merci infiniment. Vous avez raison, vous êtes confrontés aujourd'hui à peu près, je l'ai dit, toutes les crises et toutes les responsabilités. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Beaucoup de territoires aujourd'hui, en Outre-mer, subissent le dérèglement climatique, que ce soit l'évolution, y compris de la période des cyclones, que ce soit les pollutions, que ce soit la prédation sur les ressources. On pourrait parler des ressources halieutiques en Outre-mer. On connaît l'histoire du chlordécone dans les Antilles et on sait à quel point aujourd'hui la question environnementale, pour l'ensemble des Françaises et des Français, détermine les conditions mêmes d'existence. Et donc il va falloir que les maires aient les moyens de s'en emparer. Vous vous en emparez de toute façon. Je n'imagine pas aujourd'hui un maire ou une maire qui ne soit pas effrayé par les premières prévisions météorologiques qu'on a pour l'été prochain. Il faut espérer qu'elles ne se réalisent pas, mais certains météorologues prévoient une canicule exceptionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une canicule exceptionnelle? Ça veut dire de la mortalité, ça veut dire beaucoup d'habitantes et d'habitants isolés, on l'a vu pendant le Covid, on le voit avec la précarité, la pauvreté, mais ça veut dire mettre en place, avec la protection civile, le soutien aux personnes. Et ça veut donc dire être en situation, évidemment, de participer, de contribuer à tous les exercices, tout le programme de rénovation. Et typiquement, puisque nous sommes aujourd'hui sous contrainte gazière et pétrolière, moi, ce que je souhaiterais, et vous allez voir que, évidemment, les maires sont partie prenante, l'ensemble des collectivités sont partie prenante, c'est qu'on ait une mesure d'urgence, une mobilisation générale de tous les acteurs du bâtiment,
des grands groupes jusqu'aux artisans, et qu'avec les collectivités, il y ait une repriorisation de tous les chantiers de construction et de rénovation. Combien les budgets des maires sont en train d'exploser du fait des factures énergétiques. On a, y compris encore quelques milliards du plan de relance à Bercy sur les bâtiments publics. On prend les bâtiments publics, notamment ceux qui sont chauffés au gaz, on commence par cela, les passoires énergétiques, et on fait une planification des travaux, quitte à participer à l'embauche, pour qu'il y ait, d'ici la fin de l'année, y compris la capacité à avoir commencé à réduire nos factures. De la même façon, on a des écoles, des supermarchés, des parkings, autant de toits plats où on pourrait installer des énergies renouvelables, notamment des panneaux photovoltaïques. On peut parfaitement aujourd'hui avoir un grand projet qui correspond à notre responsabilité sur la guerre en Ukraine, mais qui correspond aussi au fait de soulager les populations, de soulager vos finances sur les dépenses en énergie, comme d'avoir des énergies plus abordables. De la même façon, il y a un enjeu pour tout le monde depuis des années, c'est la construction. Nous portons évidemment la fin de l'artificialisation des sols. Quand on défend un pays équilibré, quand on défend un pays souverain du point de vue agricole et alimentaire, eh bien oui, il faut protéger les terres agricoles. Et oui, on a besoin de protéger la nature. Alors comment on fait pour construire ? Si on doit protéger la nature, si on doit protéger les terres agricoles. Et on sait qu'on a des métropoles aujourd'hui où la densification est telle que, y compris le logement, n'est plus accessible. Donc il nous faut penser. Et ça, il faudra le faire à travers, on n'y échappera pas, une concertation avec les habitantes et les habitants. On n'y échappera pas. Mais on a une opportunité liée à ce drame terrible de la pandémie. C'est que les Françaises et les Français ont repensé leur rapport à la mobilité, où ils habitent, où ils travaillent. Il y a dans beaucoup de métropoles des bureaux dont on ne sait pas aujourd'hui s'ils vont être maintenus bureaux ou s'ils peuvent être convertis. Des projets de bureaux qui peuvent être convertis en logements. Typiquement, ça, c'est des grands projets, y compris pour les maires, pour repenser la densification de leur ville. Et de la même façon, vous le savez, on s'est toujours battu, nous, contre la multiplication des zones commerciales, pour garder les commerces de proximité, contre la disparition des services publics, pour garder des services publics de proximité, en essayant de redévelopper l'économie locale, à travers l'agriculture paysanne, à travers cette économie circulaire dont tout le monde parle, à travers la culture. Tout ça repermet de penser l'urbanisme, repermet de penser le vivre ensemble, l'habiter ensemble, et ça sera un des très grands chantiers des maires pour les années à venir. On va prendre à présent une autre question d'élus pour l'Assemblée des départements de France. Et c'est Coralie Desnoux, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres et porte-parole de l'ADF, qui vous interroge, Yannick Jadot. Bonjour Monsieur Jadot. Donc, dans votre programme consacré à l'agriculture, vous évoquez vouloir, et je me permets de vous citer, diviser au moins par 2 l'usage des pesticides et des engrais de synthèse en France sur le quinquennat par la conversion massive à l'agriculture biologique. Ou encore remplacer l'élevage industriel par un élevage agroécologique en 10 ans. Alors que notre balance commerciale agricole est en quasi-équilibre grâce à nos exportations plutôt de vin et d'alcool, ce qui cache en effet les flux des autres productions et des autres filières, comment pensez-vous concilier vos objectifs, cette politique, avec un retour à notre indépendance alimentaire qui, comme on a pu le voir avec les dernières crises, sont une nécessité pour notre pays ? Et pour tout cela, en plus, accessible à tous. Merci de votre réponse. Merci. C'est quoi la politique agricole dans notre pays ? C'est tous les ans 13 milliards d'euros d'argent public, dont 9 milliards qui viennent de la politique agricole commune. Pour quel résultat ? 27 fermes qui disparaissent par jour. 27 fermes. Près d'un suicide par jour de paysans. 40% des paysans qui n'ont pas 350 € par mois pour vivre. C'est l'effondrement de la biodiversité. Et
Aujourd'hui, c'est une vulnérabilité incroyable par rapport aux chocs internationaux. On a effectivement une agriculture qui dépend du tourteau de soja brésilien, qui participe de la déforestation et du règlement climatique. On a une dépendance, et c'est on est le pays européen le plus dépendant des engrais azotés qui viennent de Russie, de la zone en conflit, pour vendre, y compris des morceaux de viande, pour aller en Chine, en Russie, en essayant parfois de profiter d'une grippe porcine dans un de ces pays. Ce modèle est totalement insoutenable. La souveraineté alimentaire, c'est pas ça. La souveraineté alimentaire, c'est de construire justement une agriculture qui est beaucoup plus indépendante en intrants comme en exportation du marché international. On a des besoins. Franchement, avec ces 13 milliards, moi ce que je propose, c'est un contrat avec le monde agricole, en mettant les dettes au milieu de la table. On a la Caisse des dépôts et des consignations pour ça, pour aider les agriculteurs à faire cette conversion. Mais justement, pour faire quoi? Pour faire une agriculture paysanne où, au fond, on n'est pas toujours en train de pousser les agriculteurs à avoir toujours plus de terres, toujours plus de bêtes, des plus gros bâtiments ou des plus gros engins, mais d'avoir plus de monde dans l'agriculture. J'ai entendu le projet du président de la République, numérique, robotique, génétique. Ben désolé, moi mon projet c'est paysans, alimentation, biodiversité. Je ne veux pas remplacer les paysans par des robots. Et je ne veux pas remplacer l'agroécologie par les OGM. C'est deux visions de l'agriculture. Moi, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, justement, notre enjeu, c'est d'être plus autonome, d'avoir une agriculture plus neutre en carbone, et beaucoup d'élevages se sont convertis et sont neutres en carbone, parce que des ruminants, parfois, ça pâture. C'est idiot, mais c'est l'histoire, c'est la nature. Un ruminant, il aime rien de mieux qu'une pâture. On n'est pas obligé de lui filer des tourteaux de soja qui bousillent l'Amazonie. On peut faire des rotations sur les terres qui évitent d'avoir des sols tellement appauvris qu'il faut rajouter des engrais azotés. Ça marche. Il y a plein d'agricultrices et d'agriculteurs qui le font. Et franchement, on va perdre potentiellement la moitié de nos paysans d'ici 10 ans, vu la pyramide des âges. Donc l'enjeu, ce n'est pas d'avoir des exploitations de plus en plus grosses, ce n'est pas d'être toujours plus dépendant de l'extérieur. Notre enjeu, c'est d'être souverain. Et d'être souverain, c'est d'avoir plus de paysans et d'installer les jeunes. Ça veut dire travailler sur l'accès au foncier, qui est un enjeu essentiel. Et puis, ça veut dire, encore une fois, avoir des paysans dignement rémunérés, ceux qu'ils ne sont pas aujourd'hui. La loi Egalim n'a rien résolu de ce point de vue-là. Et d'avoir le respect de l'environnement, le respect des animaux et une alimentation de qualité. Franchement, on est le pays de la bonne bouffe. On n'a pas vocation à avoir un tel développement du diabète, des maladies chroniques, de l'obésité, parce qu'il y a de la nourriture trop salée, trop sucrée, trop grasse. On peut parfaitement aujourd'hui reconstruire notre souveraineté alimentaire, et ça, c'est un enjeu essentiel. Et tout à l'heure, on parlait des Outre-mer. On a des systèmes Outre-mer qui sont construits sur l'Hexagone du point de vue alimentaire. C'est aberrant. C'est totalement aberrant quand on voit la richesse de la biodiversité dans les Outre-mer, quand on voit les capacités à se nourrir. Donc oui, on fera de la souveraineté alimentaire, mais une souveraineté alimentaire qui a du sens, non pas, comme on l'avait il y a quelques décennies, la volonté de nourrir le reste de la planète en dépendant toujours des autres. Une autre question sur le rôle que les régions peuvent jouer dans cette transition écologique avec Othman Nasrou, le vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Monsieur Jadot. Pardon, bonjour. D'abord, je veux vous remercier de votre présence à l'instar de tous les candidats qui ont eu la courtoisie de se rendre disponibles pour cet échange avec les élus locaux de France. Et ma question porte effectivement sur le rôle des régions en matière environnementale précisément. Qu'il s'agisse de l'accompagnement des ménages vers la sobriété énergétique, la rénovation thermique, qu'il s'agisse de la protection et de la gestion des forêts avec une régionalisation potentielle de l'ONF ou du patrimoine forestier de l'État, qu'il s'agisse de la production d'énergie renouvelable qui suscite des blocages dans notre pays, c'est la réalité.
Sur tous ces sujets-là, j'aurais aimé savoir si dans votre projet, vous aviez prévu des transferts de compétences au bénéfice des régions et plus globalement, quelle était votre conception de leur rôle pour relever ces défis environnementaux. Je vous remercie. Merci. Je l'ai dit, y compris parce que c'est une conviction profonde, je pense qu'on sortira des crises à partir des territoires. Je pense que pour retrouver confiance, pour retrouver la maîtrise de sa vie, ça se passe déjà là où on vit, en fait. Que ce soit à travers la mobilité, à travers l'énergie, à travers l'alimentation, à travers la relation au service public, à la culture, au sport. Et donc, pour moi, les territoires sont au cœur de la reconstruction, y compris d'une société ouverte, d'une société qui va bien, d'une société innovante et d'une société ouverte. Alors, il y a déjà des expériences. La force de notre pays, c'est que malgré le jacobinisme, il y a eu des expériences. Je veux dire, des tiers financements de la rénovation thermique, ça s'est mis en place, justement pour favoriser l'investissement et la prise en charge par les familles. Moi, je veux, dans mon projet, je réserve par an 10 milliards d'euros d'investissement sur la rénovation thermique parce qu'on a pris un retard considérable. Regardez les dernières statistiques sur MaPrimeRénov'. On nous fait, c'est vraiment la politique du chiffre, on nous sort des centaines de milliers de primes rénov', 2500 rénovations globales. 2500 rénovations globales, il faudrait faire 100 fois plus. Donc il faut absolument un service public de la rénovation thermique ancré sur les territoires, sur des bassins de population. Et évidemment, mon budget permettra y compris prendre en charge pour les familles les plus vulnérables et puis évidemment favoriser tous les systèmes de tiers financement. Sur la question des énergies renouvelables. Bon, alors les régions, vous êtes dans une situation un peu tordue, vous êtes un peu des faux chefs de file. Hein, vous êtes des chefs de file, mais en fait, des faux chefs de file. Donc, en fait, à un moment donné, vous vous amusez, vous mettez des budgets, et puis non, mais vous vous amusez, vous essayez, ce que je veux dire. Vous essayez, vous créez, vous vous battez, et je sais combien vous le faites sur vos territoires. Ce n'était pas du tout péjoratif, au contraire, c'est pour dire à quel point vous y mettez de l'ambition, mais que parfois, cette ambition n'est pas récompensée par les projets autorisés. Voilà. Et donc, il faut absolument que, effectivement, les régions, dans un cadre fixé à l'échelle nationale, aient des procédures facilitées. J'entendais tout à l'heure Valérie Pécresse dire qu'il faut faciliter les choses sur les procédures sur les méthaniseurs. Enfin, si l'Allemagne va réduire de moitié, qu'on puisse réduire de moitié. Mais enfin, ça fait longtemps que l'Allemagne va 2 fois plus vite que nous. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils ont une politique de soutien aux énergies renouvelables. C'est parce que l'État a pensé que c'était bien de développer les énergies renouvelables. Ce n'était pas simplement inscrit dans la loi, et tant mieux s'ils arrivent à le faire. Non, s'il y a des procédures beaucoup plus rapides en Allemagne, c'est parce qu'il y a un consensus politique sur le fait qu'il faut y aller, qu'il faut en faire. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans notre pays. Donc tous les projets, évidemment, doivent être concertés avec les populations. Moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on remplace la flèche de Notre-Dame de Paris par une éolienne. Je viens de la Picardie. Dans mon nord, le nord de l'Aisne, où je suis, il y a un village qui s'appelle Montcornet. La nuit, quand on se balade, c'est des guirlandes de Noël d'éoliennes. Ça ne va pas, il y en a trop. En revanche, il y a des territoires où on peut encore mettre de l'éolien. Il faut être sérieux. Et la responsabilité de l'État aujourd'hui, c'est de définir quels sont les territoires où, en concertation, on a dit on peut implanter, et là, on va beaucoup plus vite. Mais je l'ai dit sur le photovoltaïque, on pourrait le dire sur l'éolien offshore. Enfin, on est quand même le seul pays européen à n'avoir pas respecté nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. On a une éolienne offshore au large du Croisic, une. Il y en a 5400 en mer du Nord. Je ne dis pas qu'il faut 5400 éoliennes offshore le long de nos paysages et de nos littoraux. Mais enfin, entre 1 et 5400, reconnaissons qu'on peut faire mieux. Et que c'est beaucoup d'entreprises de nos territoires. Et que c'est de l'emploi. Et on pourrait parler de la géothermie.
Et on pourrait parler des hydroliennes qui ne sont pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on pourrait parler de l'hydraulique, et on pourrait parler de la biomasse. S'il y a un paquet à faire en ce moment, je l'ai dit, y compris sur comment faire en sorte qu'on change les chaudières, les machins. Enfin, vous avez une responsabilité extraordinaire de ce point de vue-là. Vous devez devenir des vrais chefs de file pour justement garantir que cette grande transition que nous devons faire pour le climat et qui nous fera dépendre du soleil, du vent, de l'eau, de la géothermie, de la biomasse, plutôt que de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou du pétrole et du gaz de schiste américain, franchement, on sera beaucoup mieux à ce moment-là. Merci Yannick Jadot pour votre participation à cette rencontre des libertés locales.